Catherine de Médicis. Catherine de Médicis n'avait que 14 ans lorsqu'elle épousa Henri, le fils du roi François. Et bien qu'elle fût jeune, le roi et d'autres hommes plus âgés insistèrent pour être présents lors de la consommation du mariage. Un mois après sa naissance, une maladie emporta ses deux parents. Pour le reste de son enfance, l'héritière Médicis, vulnérable, fut ballottée entre des parents et des couvents pour la protéger des ennemis de la famille, dans une Italie de plus en plus instable. Les fortunes de Catherine changèrent lorsque son oncle Giulio de Médicis devint le pape Clément VII. Clément fit venir sa jeune nièce pour vivre dans un palais extravagant à Florence, où le peuple la surnomma affectueusement la petite duchesse. Le pouvoir des Médicis à Florence s'effondra en 1527. Le cardinal Silvio Passarini renversa le pape Clément, et l'enfance paisible de Catherine fut de nouveau plongée dans le chaos. Les forces de Passarini prirent Catherine en otage et l'envoyèrent vivre seule dans une série de couvents. Le pape, désespéré de reprendre le pouvoir, était prêt à pactiser avec le diable pour y parvenir. Il implora l'aide de Charles, le roi d'Espagne. En échange, il promit de couronner Charles empereur du Saint-Empire romain. En 1530, les armées anti-Médicis encerclèrent donc le couvent, où la jeune Catherine s'était réfugiée. Le public débattait pour savoir si l'héritière de 11 ans devait simplement être tuée ou envoyée dans une maison de mauvaise réputation pour la dévaloriser dans les plans de mariage du pape. Heureusement, Florence se rendit cette même année, avant que Catherine ne subisse un réel préjudice. Catherine fut mise en sécurité hors de Florence, et il était désormais temps pour son oncle de trouver un mari à sa jeune nièce orpheline. Les contemporains aimaient souligner que Catherine de Médicis n'était pas une grande beauté. Même dans sa jeunesse, un envoyé vénitien la décrivit comme petite de stature, mince et sans traits délicats, mais avec les yeux proéminents caractéristiques de la famille Médicis. Le pape Clément décrocha le gros lot lorsque le roi de France, François Ier, proposa son second fils pour épouser la jeune Catherine. François ne le réalisait pas à l'époque, mais il venait d'inviter une vipère à la cour de France, et le pays ne serait plus jamais le même. Le mariage de Catherine de Médicis et Henri, duc d'Orléans, fut une affaire ridiculement extravagante. Français et Italiens échangèrent des cadeaux coûteux, dégustèrent des plats exotiques et festoyèrent tard dans la nuit. Malgré leur mariage féerique, Catherine de Médicis et Henri ne se virent pas beaucoup durant leur première année de mariage. Le duc passait son temps à parcourir la campagne, tandis que Catherine restait dans l'antre des loups, parmi les dames de la cour. Mais Catherine était une Médicis, née pour jouer au jeu des trônes. Elle impressionna la cour par son esprit et sa tact, et s'adapta rapidement au rythme des affaires. En 1534, son oncle bien-aimé, le pape Clément VII, décéda, et en un instant, le lien de Catherine avec Rome disparut, la rendant soudainement beaucoup moins importante. Puis, le successeur de Clément, le pape Paul III, aggrava les choses en refusant de payer l'énorme dot promise par Clément. En quelques heures, la position de Catherine à la cour de France changea complètement. Son mari n'était pas destiné à devenir roi de France, mais les choses pouvaient changer extrêmement vite dans une cour de la Renaissance. En 1536, l'héritier du trône, le frère aîné de Henri, François, jouait au tennis lorsqu'il commença à se sentir mal. En quelques jours, il était mort, choquant l'Europe et propulsant Henri dans la ligne de succession. Soudain, la jeune orpheline Médicis se retrouva en lice pour devenir reine de France, et de sombres rumeurs commencèrent bientôt à circuler. Beaucoup avaient du mal à croire que François, un jeune homme dans la fleur de l'âge, puisse tomber malade et mourir si soudainement. Un seul mot commença à circuler dans les coins de l'aristocratie française. Poison. Et qui aurait plus de motifs que l'ambitieuse Médicis machiavélique en leur sein?
Bien que Catherine ne fût jamais accusée d'avoir orchestré la mort de François, un membre de son entourage n'eut pas autant de chance. Sebastiano de Montecuccoli, arrivé en France avec Catherine, avoua sous la contrainte avoir empoisonné le prince. Son aveu suffit au roi François, qui le fit écarteler. Après 10 ans de mariage sans enfant, au point que l'on commençait à questionner la fertilité de Catherine, le couple eut pas moins de 10 enfants entre 1544 et 1556. 7 d'entre eux survécurent à l'enfance. Durant cette période, en 1547, François mourut et Henri devint roi. Pendant des années, la plus grande rivale de Catherine fut Diane de Poitiers, la maîtresse préférée de son mari. Henri ne faisait aucun effort pour cacher qu'il préférait Diane à sa femme. Cela devait être exaspérant pour Catherine, mais Henri alla encore plus loin. Il offrit à Diane le luxueux château de Chenonceau. Non seulement il donnait un château entier à sa maîtresse, mais Catherine lui avait explicitement dit qu'elle voulait ce château pour elle-même. En 1559, le roi Henri signa un traité de paix avec le Saint-Empire romain et l'Angleterre, mettant fin aux guerres italiennes qui faisaient rage depuis des années. Pour sceller ce traité une fois pour toutes, Henri fiança sa fille, Élisabeth, à Philippe II d'Espagne. Un mariage somptueux fut organisé pour célébrer la paix retrouvée. Personne ne se doutait que ce mariage se terminerait par une tragédie. Le roi Henri était un fervent jouteur, et bien sûr, il ressentit le besoin de montrer ses talents lors du mariage de sa fille. Lors d'un affrontement avec un jeune noble, le désastre frappa. Henri reçut une lance en plein visage, brisant l'énorme arme en bois et couvrant son visage d'éclats. Couvert de sang, avec des morceaux de bois plantés dans le visage, le roi offrait un spectacle macabre. Catherine, Diane de Poitiers et le fils aîné de Catherine, François, s'évanouirent tous en le voyant. Henri fut transporté d'urgence chez un chirurgien, mais ses blessures étaient encore plus graves qu'elles n'y paraissaient. Les chirurgiens retirèrent 5 gros éclats de bois de la tête de Henri, mais le mal était fait. Il avait été transpercé à l'œil et au cerveau, 2 organes qu'il est notoirement déconseillé de percer avec de gros éclats. Il perdit finalement la vue et la capacité de parler, et le 10 juillet 1659, il mourut à l'âge de 40 ans. Catherine était dévastée. Son fils aîné, François II, monta sur le trône à seulement 15 ans. Bien qu'il fût techniquement adulte, il était loin d'être prêt à régner seul. Et comme Catherine était encore en deuil, un vide de pouvoir se forma, que 2 frères sournois de la maison de Guise s'empressèrent de combler. Dans ce qui s'apparentait à un coup d'État, les frères Guise s'installèrent au Louvre et prirent leur place en tant que conseillers du jeune roi. François était roi de nom, mais tout le monde connaissait la sombre vérité. Les frères Guise étaient aux commandes. Mais pour combien de temps? Une fois remise du choc de la mort de son mari, Catherine découvrit que les Guise avaient presque totalement pris le contrôle du royaume de son fils. À ce stade, elle n'avait d'autre choix que de travailler avec les usurpateurs, car elle n'avait aucun pouvoir réel. Pas encore. Le fils de Catherine, François, n'avait jamais été un enfant robuste, et les pressions du pouvoir ne firent qu'aggraver les choses. Moins d'1 an après son couronnement, il contracta une infection douloureuse et se retrouva aux portes de la mort. Catherine était bouleversée, mais elle savait qu'elle devait agir vite pour s'assurer que son fils suivant puisse réclamer le trône. Au moment de la mort de François, Catherine avait suffisamment manœuvré politiquement pour que le Conseil royal la nomme gouverneur de France. Pour la première fois, elle détenait un réel pouvoir politique. Selon les rumeurs, Catherine disposait d'un groupe d'environ 80 belles dames qu'elle envoyait dans les lits de divers courtisans pour espionnage et collecte d'informations. En plus de cela, elle employait de nombreux magiciens et sorciers. L'un des plus célèbres était Cosimo Ruggieri. Tout Paris le connaissait,
l'homme de confiance de la reine, spécialiste en nécromancie et arts occultes. Charles IX était techniquement le roi, mais Catherine était la véritable puissance. Son règne fut marqué par une violence religieuse brutale. Les catholiques voulaient persécuter les protestants, tandis que les protestants réclamèrent la liberté de pratiquer leur religion. Les tensions couvaient depuis près d'un siècle, mais lorsque Catherine arriva au pouvoir, elles explosèrent enfin. Même après être devenu gouverneur de France, le duc de Guise conservait une influence considérable à la cour française. Catherine tolérait généralement sa présence, mais elle paierait le prix de sa patience. En 1562, Guise et ses hommes commirent le massacre brutal de Vassy. Ils attaquèrent un groupe de protestants, connus sous le nom de Huguenots, alors qu'ils priaient dans une église. Quand la violence s'apaisa enfin, 74 Huguenots gisaient morts, et 104 autres étaient blessés. Guise n'avait aucune idée de ce qu'il venait de déclencher. Le massacre de Vassy déclencha les guerres de religion françaises, le conflit déterminant de la vie de Catherine de Médicis. Les armées du duc et des Huguenots déchirèrent la campagne française pendant près de 30 ans, et Catherine, ses enfants et le reste de la famille royale française se retrouvèrent au cœur de ce conflit. Catherine de Médicis adopta une approche remarquablement pratique face aux guerres de religion françaises. On la voyait souvent sur le terrain, gérant les affaires elle-même. Quand l'un de ses généraux lui dit que le champ de bataille n'était pas un lieu pour une femme, elle rit et répondit froidement « Mon courage est aussi grand que le vôtre ». Le massacre de la Saint-Barthélemy est la tâche la plus sombre sur le bilan déjà troublant de Catherine de Médicis. Alors que la peur des représailles huguenotes grandissait, le roi Charles donna finalement un ordre sinistre « Tuez-les tous ». Les catholiques se ruèrent dans les rues, avec une joie féroce, et les choses échappèrent rapidement à tout contrôle. Les tueries commencèrent à Paris, mais se propagèrent vite à la campagne. Aucun huguenot n'était à l'abri. Les estimations du nombre total de protestants tués varient de 5 000 à plus de 30 000. Le massacre anéantit la source du pouvoir huguenot et marqua un tournant crucial dans les guerres de religion françaises. Vers la fin de sa vie, Charles IX devint émotionnellement instable. Il oscillait entre se vanter du nombre de morts du massacre de la Saint-Barthélemy, être consumé par la culpabilité des atrocités et simplement blâmer sa mère pour en être la cause. Toujours pragmatique, Catherine déclara qu'elle avait un lunatique pour fils. Il n'y avait jamais de moment ennuyeux dans la société française du XVIe siècle. À peine quelques années après le massacre, Catherine dut faire face à une nouvelle tragédie et une nouvelle crise. Suivant les traces de son frère, Charles IX mourut d'une maladie à seulement 23 ans. Catherine fut forcée d'enterrer un autre de ses enfants, mais Charles ne serait pas le dernier. Le suivant pour le trône était le fils préféré de Catherine de Médicis, Henri, duc d'Anjou. Le plus jeune fils de Catherine, François, fut toujours le mouton noir de la famille, connu mystérieusement sous le nom de Monsieur. François était initialement loin dans la ligne de succession. Personne ne s'attendait à ce qu'il accomplisse grand-chose, mais soudain, avec la mort de Charles et l'absence d'enfant de Henri, Monsieur se retrouva soudainement le prochain à monter sur le trône. Mais plutôt que de rentrer et faire son devoir, François trahit sa mère et détruisit tout ce qu'elle avait accompli. En 1570, François fit l'impensable. Il s'allia avec les protestants contre son frère et sa mère. Cette alliance improbable força Catherine à signer l'humiliant édit de Beaulieu, cédant pour la première fois depuis des années aux demandes des Huguenots. Sans surprise, elle était absolument furieuse contre son fils rebelle. Mais malgré sa trahison, elle fut totalement dévastée lorsque le destin vint aussi le réclamer. François fut le suivant des enfants de Catherine de Médicis à mourir jeune, et sa mort
mit tout son héritage en péril. François était le dernier de ses fils, et comme le roi Henri n'avait pas d'enfant, c'est désormais Henri III de Navarre, le mari de sa fille, qui était le prochain dans la ligne de succession. Tout ce que Catherine avait construit s'effondrait rapidement autour d'elle. Maintenant que Henri de Navarre était l'héritier du trône de France, sa fille Marguerite, l'épouse de Henri, devenait plus importante que jamais. Mais Marguerite était encore plus rebelle que monsieur l'avait été. Les aventures constantes de Marguerite avaient été un problème avant son mariage avec Henri III de Navarre, et disons simplement que le mariage ne fit pas grand-chose pour la calmer. Quand Marguerite revint à la cour française en 1582, sa mère la confronta furieusement à propos de ses liaisons. La fureur de Catherine de Médicis était toujours impressionnante, et ses cris pouvaient apparemment être entendus à travers tout le palais. Catherine renvoya Marguerite à Navarre pour être avec son mari, le futur roi de France. Mais apparemment, les hurlements de Catherine n'avaient pas corrigé la rebelle Marguerite. Peu après, elle quitta de nouveau Navarre, fuyant vers un domaine à la campagne française. Puis, elle eut l'audace d'écrire à Catherine pour lui demander de l'argent. Dégoûtée, Catherine envoya à sa fille juste assez d'argent pour manger. Mais, somehow, Marguerite n'avait pas fini de causer des problèmes. Elle prit un autre amant, un homme nommé d'Aubiac. Ce fut la goutte d'eau. Catherine en avait assez des frasques de sa fille. Après avoir découvert d'Aubiac, Catherine fit enfermer sa fille dans un château et la déshérita complètement. Elle ne revit jamais Marguerite. Pour Catherine, sa fille était morte. Les plans de Catherine pour d'Aubiac étaient trop cruels, même pour son fils, le roi Henri. Henri fit exécuter d'Aubiac, mais pas comme Catherine l'avait voulu, devant Marguerite. Henri III écoutait les conseils de sa mère jusqu'à ses derniers jours. Catherine avait contracté une infection pulmonaire et était alitée. Pendant qu'elle luttait pour sa vie, elle ignorait que son fils complotait pour la couper définitivement du pouvoir. En 1598, Henri licencia tous ses conseillers, sans aucun avertissement. Beaucoup d'entre eux étaient dans la poche de Catherine, et ce coup audacieux laissa Catherine avec presque aucune influence à la cour. Après avoir congédié tous les fidèles de sa mère, le duc de Guise était l'une des dernières personnes entre Henri et le pouvoir absolu. Catherine l'avait déjà averti que se débarrasser de Guise serait un désastre, mais Henri voulait du sang. En décembre 1588, Henri invita Guise à lui rendre visite dans ses appartements. À son arrivée, il trouva la garde personnelle du roi qui l'attendait. Ils se jetèrent sur lui avec leurs épées, et à cet instant précis, le reste de la famille Guise était rassemblé et tué. Pour la première fois de sa vie, Henri avait complètement ignoré sa mère et agi de son propre chef, et il en paierait le prix. Le meurtre du duc de Guise, effectué expressément contre les souhaits de Catherine, eut lieu juste au-dessus de la chambre où elle gisait, mourante. Après le forfait accompli, le roi Henri descendit et annonça la nouvelle à sa mère lui-même. « Pardonnez-moi, je vous en prie. Monsieur de Guise est mort. On ne parlera plus de lui. Je l'ai fait tuer. J'ai fait à lui ce qu'il allait me faire. » Catherine mourut quelques jours plus tard, et certains pensèrent que le choc des actions de son fils fut le point de bascule. Après avoir anéanti la famille Guise, Henri s'en prit à plusieurs autres personnes qu'il considérait comme des ennemis politiques. À peine 8 mois après la mort de Catherine, le karma frappa à la porte de Henri III. La purge de ses ennemis politiques ne fit rien pour calmer le chaos à la cour française, et il fut finalement poignardé à mort par un fanatique catholique. Après la mort de Catherine et de son dernier fils, Henri III, le gendre de Catherine s'empara du trône sous le nom de Henri IV de France. Cependant, il annula rapidement son mariage avec la fille de Catherine, Marguerite,
et la remplaça par la propre cousine de Catherine, Marie de Médicis. Catherine de Médicis joua au jeu des trônes, et le joua bien pendant des décennies. Mais comme beaucoup de nobles français, elle finit dans un lieu de repos extrêmement indigne. Les ossements de Catherine, ainsi que ceux de nombreux autres rois et reines de France, furent déterrés pendant la Révolution française et jetés sans cérémonie dans une fosse commune. Catherine de Médicis fut initiée de manière troublante au monde de la politique française lors de sa nuit de noces. Elle et Henry avaient le même âge, tous deux 14 ans. Mais des hommes âgés s'immiscèrent tout de même dans leur lune de miel. Le père de Henry, le roi François Ier, resta apparemment dans la chambre jusqu'à ce que le mariage soit pleinement consommé. L'oncle de Catherine, le pape Clément, eut au moins un peu plus de classe. Il rendit visite au couple au lit le lendemain matin pour confirmer les événements de la nuit précédente. Répugnant.